L'éveil de la nation, c'est l'objet de cet épisode. On y découvrira la naissance des premiers journaux, les balbutiements des premières écoles et les découvertes mondiales en technologie à l'orée de l'ère industrielle. Zéphirine Labrie, la veuve du célèbre patriote Jean-Olivier Chénier, vient de déménager à Saint-Jérôme chez sa fille Marie-Éloise, nouvellement mariée avec le docteur Wilfrid Prévost. Nous sommes en l'an 1880. Saint-Jérôme était devenue la paroisse la plus populeuse du comté de Terrebonne, avec son chemin de fer et ses trottoirs en bois. Sous la direction de l'illustre curé Antoine Labelle, en poste depuis 12 ans, le village s'émancipait avec l'établissement d'industrie. Institutrice, elle avait quitté Saint-Eustache avec son nouveau conjoint, Louis-Auguste Desrochers, aussi professeur pour Saint-Pascal de Kamouraska, suite d'un litige avec la commission scolaire de Saint-Eustache. Le Dr Labrie peut être considéré comme le plus important bâtisseur de Saint-Eustache et certainement l'un des pères du Québec moderne. Parallèlement, il est aussi éducateur et professeur, auteur, officier de milice, député à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada et historien. En effet, Jacques Labrie étudia la médecine auprès du docteur François Blanchet, qui avait cofondé le journal Le Canadien. Tout comme son maître, il fonda un journal appelé Le Courrier de Québec avec son ami Louis Plamondon. Dès cette époque, Labrie s'associa au Parti canadien dont Papineau, son camarade d'études, allait prendre bientôt la direction politique. Enfin, la Nouvelle-France n'a jamais possédé de presse à imprimer les informations. Celles-ci étaient transmises par tradition orale, tels contes, fables
et légendes. C'est un an après le traité de Paris de 1774 que les premières presses imprimées arrivèrent au Canada. Le premier journal à voir le jour fut La Gazette de Québec, qui devient le diffuseur officiel du gouvernement. On oblige alors les curés à s'y abonner pour qu'ils lisent au prône dominical les différents avis et ordonnances qui y sont publiés. Elle est publiée jusqu'en 1823, année où elle est remplacée par la Gazette officielle du Québec, qui existe toujours. Fondé en 1778, le journal est d'abord nommé Gazette littéraire de Montréal. Il cesse d'être publié lorsque ses éditeurs sont jetés en prison pour avoir tenté de soulever le peuple lors de la guerre d'indépendance américaine. Le journal revint en 1785 dans une édition bilingue français-anglais. Il est finalement acheté par un propriétaire anglophone qui le transforme en journal de langue anglaise uniquement. Le Canadien fut l'un des journaux canadiens-français les plus influents de son époque. Le journal, fondé par le chef du Parti canadien, Pierre Stanislas Bédard, en 1806, se portait à la défense des Canadiens français en dénonçant les abus commis par les autorités britanniques. En conséquence, il eut de nombreux démêlés avec les autorités de l'époque et plusieurs de ses directeurs ont été emprisonnés arbitrairement. Le Canadien a fermé ses portes en 1893 et a été brièvement ressuscité en 1906 et publia jusqu'en 1909. Le Québec Mercury était un journal hebdomadaire anglophone publié à Québec de 1805 à 1903. S'opposant au célèbre journal francophone Le Canadien, ce journal représentait l'élite marchande britannique et appuyait le British Party, qualifié de conservateur. Il rejetait toute réforme qui aurait donné davantage de pouvoir à l'Assemblée législative contrôlée par les Canadiens français. Pendant la plus grande partie de son existence, le journal a appartenu à une célèbre famille, magnat de presse, la famille Carey. En 1863, le journal a été renommé Québec Daily Mercury. Il a fermé ses portes en 1903. Le Courrier de Québec est publié 2 fois la semaine, le mercredi et le samedi, en 1807 et 1808. Le Courrier de Québec suspendit sa publication le 27 juin 1807 lors du départ du Dr Labrie pour Édimbourg, en Écosse, afin d'y compléter ses études médicales. Au début de 1808, le journal paraît à nouveau. Durant ses 8 premiers mois, Labrie y parle surtout de Constitution canadienne. Le Courrier de Québec cesse de paraître en juin 1807 avec le départ de Labrie, qui n'a plus le temps d'écrire. La Minerve était un journal montréalais fondé par Auguste Norbert Morin pour promouvoir les buts politiques du Parti canadien de Louis-Joseph Papineau. Le Parti canadien devient, en 1826, le Parti patriote, parti politique fondé au début du 19e siècle, actif dans la colonie britannique du Bas-Canada. Il a été dirigé au début par Ludger Duvernay. Il a paru de 1826 à 1837, puis de 1842 jusqu'au 27 mai 1899. D'abord radical, sa politique éditoriale évolua vers la modération, puis le conservatisme.
Mardi le 12 septembre 1820. Cher journal, aujourd'hui, je commence à t'écrire. Je m'appelle Louise Zéphirine Labrie. Je suis née le 1er novembre 1813. J'ai 7 ans. Bientôt 8. C'est ma première journée d'école et c'est mon père qui est le professeur. Mon père n'était pas à la maison quand je suis née, car il était parti faire la guerre. Parce que les États-Unis voulaient nous envahir, et mon père a été engagé comme médecin militaire. Hier, j'ai demandé à Père s'il voulait me donner un carnet, comme il a toujours sur lui pour prendre des notes. « Ah, tu veux écrire un journal intime? » m'a-t-il dit. Je lui ai demandé. « C'est quoi un journal intime? » Et c'est là qu'il m'a expliqué c'était quoi. Donc, je commence aujourd'hui mon journal intime. Je vais essayer de ne pas faire de fautes d'orthographe. Faute P-H-O-T-E. Je l'imagine à 7 ans en train d'écrire sur la table de la cuisine. Elle avait déjà une belle écriture, toute soignée. Wilfrid, viens voir la belle écriture de ma mère quand elle était petite. Tiens, regarde, elle fait exprès pour faire des erreurs dans faute d'orthographe. Ben oui, déjà je reconnais son sens de l'humour. Elle était vraiment faite pour être institutrice. Dimanche le 6 novembre 1825. 12 ans. Cher journal, je n'ai pas eu le temps de t'écrire beaucoup ces temps-ci, car en plus de l'école, je dois aider maman qui vient de donner naissance à mon petit frère Antoine Léon. C'est le 11e bébé de la famille. J'espère qu'il va survivre. C'était ma fête mardi. On dirait que tout le monde l'a oublié. C'est vrai que papa est toujours occupé, surtout avec la loi des écoles de fabrique. Il travaille avec le curé Paquin pour faire une commission scolaire. Bon, maintenant je te laisse. Je vais continuer à lire mon livre de géographie. J'ai un examen demain. Ouais, j'en apprends des affaires. En 1825, Saint-Eustache est en avance sur plusieurs autres seigneuries pour l'éducation de la jeunesse. Outre l'école des filles du docteur Labrie, on y trouve une école pour garçons dirigée par le professeur Paul Rochon et une école classique dans la maison de Pierre Laviolette. « 70 ans se sont écoulés depuis la conquête britannique de la Nouvelle-France. Le monde a évolué et s'est transformé avec les débuts de l'industrialisation. Voici quelques événements, inventions et innovations qui ont marqué cette période tant dans les Laurentides que dans le monde. C'est en 1762
que l'on inaugure à Saint-Eustache le premier moulin. James Watt dépose un brevet pour sa nouvelle invention, la machine à vapeur. En 1775, on inaugure les premiers services postaux au Canada. 1783, une date importante. Un premier bateau mu à la vapeur est mis à flot. Une invention que développera le fondateur de la deuxième plus ancienne entreprise commerciale du Canada, la brasserie Paulson, avec la création de la première compagnie de transport maritime avec bateau à vapeur sur le Saint-Laurent. Quatre dates importantes maintenant. La boîte de conserve voit le jour en 1790 et l'année suivante, c'est la mise au point d'une méthode pratique d'utilisation du caoutchouc. 1792, on commence à utiliser le gaz pour l'éclairage des rues. Enfin, 1793, le premier télégraphe transmet ses premiers messages. À son tour, en 1794, Sainte-Thérèse voit se construire son premier moulin. 1803, une date importante. La première machine à fabriquer le papier est mise en production. Démographie. C'est cette même année, en 1803, qu'on compte 30 familles habitant à La Chute. 1804, une année très importante, en effet, on y voit la construction d'un premier moulin à Saint-Jérôme, d'une meunerie à La Chute, et on débute la construction de la Grande Ligne ainsi que celle du manoir seigneurial de Belle-Rivière. 1804, une grosse année, avons-nous dit, puisqu'on y voit circuler une locomotive à vapeur sur rail en Angleterre. 1806, une première usine de pâte et papier voit le jour au Canada, et c'est à Saint-André d'Argenteuil. 1807, on ouvre un chemin carrossable entre La Chute et Saint-Eustache. 1814, une première série débute ses opérations à La Chute. Au plan des inventions, 1816, René Laennec invente le stéthoscope et l'année suivante, on voit circuler les premières bicyclettes. 1818, on débute la construction du canal du Lonceau à Grenville. L'année suivante, la route entre Grenville et Hull est ouverte aux diligences et un bureau de poste est établi à Grenville. En cette même année, 1819. Une invention importante en 1820. Un premier moteur électrique est mis au point par Faraday. Au plan des inventions, 1823, en voici une agréable pour l'oreille. C'est l'accordéon et l'harmonica. Et un objet éminemment utile et pratique, l'imperméable. 1824, une loi a été adoptée pour l'ouverture des écoles dans les paroisses. La photographie apparaîtra en 1826. Autre objet éminemment utile, les allumettes sont inventées en 1827. En 1830, la première ligne de chemin de fer destinée aux voyageurs est inaugurée entre Manchester et Liverpool.